Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette première émission de l'Actu Humaniste. Tous les 15 jours, notre magazine sort et 2 jours plus tard, notre émission qui lui sert de complément. Dans chaque émission, nous allons reprendre les brèves du magazine et les développer, ainsi qu'une actualité en France que nous n'avons pas pu traiter sur papier. Nous allons commencer par la France et pour cette première actualité, nous allons en Guadeloupe. Bonjour Léa. Alors, il y a des tempêtes en Guadeloupe, Léa. Oui, en effet, dans ce début du mois d'octobre, les établissements scolaires en Guadeloupe ont dû fermer leurs portes à cause de la tempête Philippe. Cette dernière a causé beaucoup de dégâts et un dysfonctionnement sur la distribution d'eau potable a été détecté sur une bonne partie du territoire. Une vidéo provenant de YouTube montre les images de cette tempête. C'est à Pointe-à-Pitre et aux Abîmes que des écoles ont dû fermer à compter de ce lundi 8 octobre. Cela est dû à l'émission d'une alerte quant au caractère non potable de l'eau. L'association Vivre, engagée dans la défense des droits des usagers, déplorait dans un communiqué que 100 000 usagers sont affectés par une double pénurie d'eau potable et une énième pollution par des matières diverses. Un bilan désastreux pour la Guadeloupe, selon l'association, où les familles paient un surcoût afin de pallier un service public totalement défectueux, accompagné des centaines d'heures d'enseignement scolaire perdus. Les écoles ont cependant réouvert leurs portes au courant de la semaine suivante. Or, ce n'est pas la fin des tempêtes en Guadeloupe, puisque l'archipel est une nouvelle fois soumise à un ouragan, l'ouragan Tammy. La tempête a frappé la Guadeloupe dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 octobre. Elle s'est approchée du stade d'ouragan 1, par conséquent, les écoles ont de nouveau fermé. Des rafales à 170 km/h et des pluies incessantes, le maire de la Désirade, une île en Guadeloupe, a demandé aux citoyens aucun déplacement et de rester confinés. Le confinement a été étendu à toute l'île et l'alerte ouragan est passée en catégorie violette, significatif à un danger imminent. Une fois la tempête passée, l'heure est aux accalmies en Guadeloupe. L'archipel est passé en alerte orange et le préfet a levé le confinement. Les dégâts sont essentiellement matériels, des fils électriques et des arbres sont tombés sur la chaussée et des toits de maisons se sont envolés. Aucune victime n'est recensée et les écoles n'ont pour le moment pas réouvert leurs portes. À présent, la tempête Tammy se dirige vers les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Et Léa, est-ce qu'en Guadeloupe, on a connu des tempêtes aussi fortes auparavant ? Oui, tout à fait. La Guadeloupe a connu en 1928 l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire, l'ouragan Okeechobee. Il a frappé la ville de Pointe-à-Pitre, capitale économique de l'île, et il était classé en catégorie 4. Outre les dégâts matériels, 1300 personnes ont perdu la vie dans cet ouragan. Cela est particulièrement dû aux services météo qui ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui et les citoyens n'étaient pas au courant qu'un ouragan les menaçait. C'est un ouragan qui a laissé dans toutes les familles guadeloupéennes des souvenirs durables et souvent cruels du fait des nombreux morts et de la destruction de l'île. Merci Léa. Tout de suite, nous allons aux États-Unis vers la frontière mexicaine avec Bastien, où après le mur entre le Mexique et les États-Unis, un deuxième fait de barbelés pourrait voir le jour, mais aux États-Unis, entre le Nouveau-Mexique et le Texas. Bonjour Louis, merci. En effet, le gouverneur républicain du Texas a annoncé ce 19 octobre la construction d'un mur de barbelés de près de 26 km entre son État et le Nouveau-Mexique. L'objectif, empêcher les migrants d'entrer au Texas depuis l'État voisin, qui est gouverné par les démocrates. Le département militaire du Texas explique que la garde nationale du Texas a lourdement fortifié la frontière à El Paso, une ville frontalière entre les deux États américains, pour empêcher, dissuader et prohiber toute activité criminelle, ainsi que l'immigration clandestine le long de la frontière. Cette barrière entre les deux États américains vient s'ajouter aux 64 km de barbelés qui ont déjà été installés le long de la frontière entre le Texas et le Mexique, une double mesure qui est indispensable pour le gouverneur républicain, qui a déclaré que même si le Texas était en mesure d'arrêter toutes les entrées illégales depuis le Mexique, certaines viendraient encore de son voisin, le Nouveau-Mexique. Les autorités du Nouveau-Mexique n'auraient pas été prévenues, selon le porte-parole du député Gabe Vasquez, lequel rappelle que cette barrière est inconstitutionnelle. Il annonce aussi qu'il a construit un mur illégal avec des conteneurs, puis il a mis les migrants dans des bus, les amenant dans d'autres États, puis a posé un piège mortel sur le Rio Grande. Le président du Parti démocrate du Texas et celui du Nouveau-Mexique ont appelé à l'élimination de cette barrière qui enfreint le droit même des Texans et des Néo-Mexicains de circuler librement entre les États de leur propre pays. Et est-ce que d'autres États font comme le Texas et improvisent des murs illégaux avec le Nouveau-Mexique ? Oui, en effet, c'est l'Arizona qui, en fin d'année dernière, avait mis en place un mur de conteneurs de près de 7 km entre son État et le Nouveau-Mexique. Celui-ci avait coûté d'ailleurs plusieurs dizaines de millions de dollars. Merci Bastien. En pleine crise économique en Argentine, les élections présidentielles font toujours rage. Sergio Massa, actuel ministre de l'économie et de centre-gauche, se voit opposé à Javier Milei, le fou de la politique argentine.
Bonjour Louis. En effet, un anti-système fanatique de Trump sera-t-il bientôt aux commandes de l'Argentine ? C'est ce qu'on se demande parce que l'Argentine subit depuis quelques temps déjà une des crises, si ce n'est la crise économique la plus importante de son histoire. Au bord du gouffre, le peuple argentin s'est retrouvé dans les urnes ce dimanche 22 octobre dans un premier tour présidentiel des plus importants, dont sortent vainqueurs 2 candidats attendus mais proposant un duel peu commun. Vainqueur de ce premier tour avec plus de 35% des voix, Sergio Massa, actuel ministre de l'économie, est le candidat connu et attendu, persuadant à tour de bras de sa capacité à redresser la barre de par ses propositions économiques. Face à lui, en revanche, bien plus extravagant, le populiste radical Javier Milei. Premier lors des primaires d'août et deuxième de ce premier tour avec 30% des voix, il est un polémiste connu et reconnu des plateaux télévisés argentins pour ses prises de position tranchantes et sa personnalité explosive. Et Faustin, on est dans une Argentine qui est dans une situation assez compliquée avec une énorme inflation. Qu'est-ce que les 2 candidats ont proposé aux Argentins ? En effet, Louis, on est actuellement dans une Argentine qui avoisine les 140% d'indice d'inflation. Pourtant, les 2 adversaires ont opté pour des positions diamétralement différentes. Sergio Massa propose diverses subventions et des exemptions de TVA pour faire face au surendettement de l'État et de ses habitants, dont 40% vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. Javier Milei, quant à lui, s'inscrit dans une politique de changements radicaux, comme le remaniement d'un gouvernement qu'il qualifie de parasitaire, ou le remplacement de pesos au profit du dollar. Mais ce ne sont pas les seuls changements drastiques qu'on lui connaît. Anti-avortement, pro-port d'armes et grand climato-sceptique, il milite même pour la vente légale et sécuritaire de son corps ou de ses organes. Merci à vous d'avoir regardé l'émission. Retrouvez notre magazine sur les réseaux Instagram et X. La prochaine émission aura lieu dans 2 semaines avec un nouveau présentateur.